Dans notre discussion ce matin, en ce 17 mai, journée internationale de lutte contre l'homophobie et la transphobie, nous revenons sur la répression de l'homosexualité en France. Plus de 40 ans après ce qu'on a appelé la dépénalisation en août 1982, la France va-t-elle réhabiliter les personnes condamnées pour homosexualité? Et si oui, de quelle manière? Et d'ailleurs, combien sont-elles? Une proposition de loi est en cours d'examen au Parlement, on y reviendra, mais c'est donc l'occasion pour nous de revenir sur ces répressions, ces condamnations par la justice et la société, ces discriminations, mais aussi sur ce combat pour l'égalité, loin d'être terminé. On y consacrera notre deuxième partie tout à l'heure. D'abord, concentrons-nous sur les années qui précèdent 1982. J'accueille autour de la table Antoine Idier. Bonjour à vous. Bonjour. Historien, sociologue, maître de conférences en sciences politiques à Sciences Po Saint-Germain-en-Laye et chercheur au Centre de recherche sociologique sur le droit et les institutions pénales. Vous venez de publier Réprimer et réparer, une histoire effacée de l'homosexualité aux éditions Textuelles. À vos côtés, Camille Dezombre. Bonjour. Bonjour. Documentariste et auteur notamment de cette série documentaire sur France Culture intitulée PD, réinventer le monde, réalisée par Gilles Blanchard et diffusée il y a un an en avril 2024 sur notre chaîne. L'actualité la plus récente concerne donc une nouvelle étape dans ce processus de reconnaissance et de réparation par la France des préjudices subis par les personnes condamnées pour homosexualité. Entre 1942 et 1982, Antoine Idier, c'est un processus qui est très long. La proposition de loi date de 2022, c'est bien ça, si je ne dis pas de bêtises. De quoi parle-t-on et pourquoi est-ce qu'on s'arrête sur cette période 42-82 ? Alors en effet, une proposition de loi est en débat au Parlement depuis août 2022, a été examinée au Sénat en première lecture, à l'Assemblée nationale en première lecture, puis à nouveau au Sénat il y a quelques jours dans l'attente des discussions futures. Et elle se concentre sur deux articles du Code pénal qui ont réprimé certains comportements homosexuels entre 1942 et 1982. Le premier de ces articles créait un âge du consentement sexuel spécifique pour les relations homosexuelles, âge plus élevé, puisque toute relation homosexuelle consentie impliquant au moins un partenaire de moins de 21 ans tombait sous le coup de la loi. Quand les relations hétérosexuelles étaient elles, en dessous de 21 ans et au-dessus de 13 ans puis de 15 ans, n'étaient pas pénalisées. Et puis par ailleurs, un second article du Code pénal, entre 1960 et 1982, créait une aggravation d'un délit appelé outrage public à la pudeur, lorsque cet outrage à la pudeur consistait en un acte homosexuel. Oui. Et ce sont ces deux délits que vise la loi, sinon de réparation, du moins de reconnaissance symbolique. Oui, il n'y avait pas précisément de répression de l'homosexualité précise dans le Code pénal, et on y reviendra, et on reviendra d'ailleurs sur ces deux articles-là. Mais 1942, ça veut dire qu'avant, les homosexuels n'étaient pas ciblés ? Eh bien si, justement, c'est là toute la complexité du sujet, c'est-à-dire que au moins depuis le 19e siècle et même auparavant, l'homosexualité a été prise dans un certain nombre de dispositifs pénaux, mais qui ne visaient pas explicitement l'homosexualité, tout au long du 19e siècle, l'outrage public à la pudeur, avant même l'aggravation, l'excitation de mineurs à la débauche, l'outrage aux bonnes mœurs, sont des articles du Code pénal qui permettent aux juges de condamner les homosexuels. Et puis, tout au long du 19e siècle, et même auparavant, la police mène tout un travail de harcèlement, de surveillance, de fichage, de contrôle, d'humiliation des personnes homosexuelles. La singularité de la France, et ce qui rend aussi ce débat parfois un peu compliqué, c'est que l'homosexualité en tant que telle n'a jamais été explicitement visée par le Code pénal, au nom de la croyance exprimée par des juristes, par un certain nombre de théoriciens du droit, que de publiciser la répression reviendrait à encourager l'homosexualité. Et donc la France a fait le choix d'une répression plus ou moins souterraine, insidieuse. voilà, Oui. plus ou moins invisible, ce qui rend d'autant plus difficile parfois de la repérer aujourd'hui. On va rentrer dans le détail évidemment de ces répressions et notamment du rôle joué par la police. Camille Dezombre, est-ce qu'on sait combien de personnes sont concernées ? Parce que souvent on dit c'est une réparation et on y accole l'adjectif symbolique. Est-ce que ce n'est que symbolique ? Alors, si on s'intéresse au nombre de condamnations, donc les lois dites de Vichy qu'évoquait Antoine Idier, on estime qu'entre 45 et 78, il y aurait eu à peu près 10 000 personnes condamnées. Dans la grande majorité des cas, condamnées à des peines de prison ferme allant de 1 à, de 6 mois à 1 an ou 1 à 3 ans.
selon les cas. Et en ce qui concerne les outrages à la pudeur, les recherches sont encore en cours. On a une estimation assez large. Il y a un sociologue de l'EHESS qui s'appelle Régis Lagdenoffen qui travaille notamment là-dessus, qui estime qu'il y aurait environ 50 000 personnes condamnées pour outrage à la pudeur homosexuelle, à peu près sur la même période. En ce qui concerne la loi de réparation, c'est plus difficile à dire puisque aujourd'hui, on ne sait pas combien de personnes qui ont été condamnées sont encore en vie. Et on ne sait pas non plus combien de personnes qui auraient été condamnées se feraient valoir leur droit à la réparation, puisque dans un certain nombre de cas, voire potentiellement la majorité des cas, les personnes condamnées étaient des hommes mariés à des femmes, parfois pères de famille. Et donc on imagine assez difficilement que, autant de décennies plus tard, ils viennent aller revendiquer un droit à la réparation. Ce qui en effet rend cette loi assez symbolique, puisque de toute façon, la question de la réparation financière, si elle était appliquée, concernerait un nombre très réduit de cas. Vous dites si elle était appliquée, puisque après le passage au Sénat début mai, on a retiré de la loi, en tout cas les sénateurs ont retiré de la loi une indemnisation forfaitaire de 10 000 euros ainsi qu'une allocation de 150 euros par jour de privation de liberté pour les personnes concernées. Antoine Didier, symbolique, mais aussi on touche au porte-monnaie de l'État. C'est ça aussi qui crispe ce débat ou pas du tout ? C'est ça qui crispe ce débat dans le cas des sénateurs. Les sénateurs aussi ont exclu la période de Vichy, la période 1942-1945. Et moi, ce qui me frappe surtout de la part des sénateurs, de la part des parlementaires, parce que la même question se posait déjà l'année dernière à l'Assemblée nationale, quand bien même le vote de l'Assemblée n'est pas différent, c'est l'impossibilité ou la difficulté de reconnaître une politique structurelle d'ensemble, c'est-à-dire de reconnaître qu'il y a eu une persécution des homosexuels sur le temps long. D'ailleurs, au-delà même de la période 1942-1982. Et on a un peu l'impression que les sénateurs, les députés, voire le gouvernement veulent bien d'une reconnaissance, elle est symbolique pour la forme, mais sans vraiment s'apesantir sur le sujet, sans accepter même d'entrer dans les détails complexes de cette histoire, peut-être d'ailleurs avec des visées instrumentales pour essayer de donner satisfaction, de faire croire qu'ils s'en occupent, mais sans réellement vouloir s'adresser à tout un passé et à des politiques publiques homophobes. Ce qui est compliqué avec cette question de la politique de réparation, et d'ailleurs vous le dites dans votre livre, c'est qu'une politique de réparation, c'est assez violent. Il faut choisir qui va être concerné, comment, combien, est-ce qu'il faut mettre en place des critères. Donc là aussi, il y a une forme en tout cas pas de discrimination, mais si, une forme de discrimination aussi, Camille Dezambre. Oui, j'allais dire justement, on parlait des deux types de délits principaux. Comme expliquait Antoine Didier, en réalité, il en existe encore d'autres dont on parle moins. Mais par exemple, il me semble que le projet de loi en cours s'intéresse principalement donc, aux 10 000 condamnés par les lois dites de Vichy, mais laisse totalement de côté les 50 000 personnes condamnées pour outrage à la pudeur. Et donc, on a une reconnaissance tout à fait partielle du phénomène qui, en prétendant réparer, en réalité ferme les yeux sur tout un pan de la répression homosexuelle et qui, par ailleurs, dépasse le cadre de la loi. Je pense que si on ne s'intéresse qu'au cadre législatif, on reste un petit peu aveugle sur une partie de cette répression, de cette surveillance policière qui, en réalité, est bien antérieure à 1942. Il y a une très longue tradition de surveillance de l'homosexualité, principalement masculine, par la police française. Il me semble qu'à partir de la fin du XVIIIe siècle, on a un groupe, alors qui s'appellera plus tard le groupe de contrôle des homosexuels, à l'époque différent, puisqu'on s'intéresse plutôt à la figure du pédéraste. Mais il y a un groupe policier dédié à la surveillance des lieux homosexuels et avec tout un tas de formes de harcèlement, de chantage. Et ce dont le projet de loi actuel ne fait pas du tout cas. Alors, Antoine Didier, vous, dans votre livre Réprimer et réparer, une histoire effacée de l'homosexualité, vous parlez d'une triple répression policière. On va y revenir et on va rentrer dans le détail avec un témoignage dans un instant. Judiciaire, administratif, on est en fait harcelé par la police, on est condamné par la justice, et puis il y a des conséquences très graves et très diverses, puisqu'il y a des séjours en prison, mais aussi on est en quelque sorte pointé du doigt par la société à ce moment-là. Bien sûr, vous avez déjà mentionné des mesures administratives, c'est aussi quelque chose dont il n'est pas du tout question. Par exemple, le livre s'intéresse à des expulsions d'étrangers homosexuels dans les années 1920-1930, qui est un phénomène
pas connu en France, le fait que des étrangers, simplement parce qu'ils ont été homosexuels, ont été expulsés. Il y a aussi tout un pan, j'allais dire, professionnel de la répression, des fonctionnaires, des agents publics qui perdent leur emploi ou sont menacés de perdre leur emploi. Il y a une répression spécifique dans l'armée aussi, dont on ne parle pas du tout en France, avec des rapports de la sûreté militaire qui dit clairement qu'il faut éliminer les homosexuels de l'armée, encore dans les années 1970. Et puis en effet, cette répression, et c'est ce qui rend la question de la réparation complexe, elle n'est pas dissociable des LGBT-phobies de manière générale. Et être condamné, être arrêté, c'est aussi s'exposer à la réprobation sociale, à la honte, à voir son nom publié dans les journaux, à être chassé de sa famille, à perdre son travail, à devoir quitter sa petite ville. On connaît des cas de suicide, de personnes qui ont été arrêtées par la police et qui, à la suite de cette arrestation, se sont suicidées. Ce qui pose la question, c'est-à-dire comment réussir à, si ce n'est à tout réparer, en tout cas à englober les différents pans de cette répression, mais des LGBT-phobies, dans une politique de réparation. Alors là, maintenant, on est dans l'affaire du Manhattan. Donc, pour ceux qui ne savent pas, le Manhattan, c'est un bordel à Paris, un rez-de-chaussée qui faisait bar et une cave qui servait de backroom. Là où j'ai été arrêté en 1977. J'ai été arrêté, on était 9 clients, plus les 2 patrons, et nous avons été embarqués avec les monotomates au quai des Orfèvres. On vous accuse de quoi? D'outrage à la pudeur? Oui, d'outrage public à la pudeur. Comment on peut parler d'outrage public à la pudeur alors qu'on est dans un lieu privé, on est entre personnes consentantes. Cette affaire du Manhattan est une affaire très très importante dans l'histoire LGBT parce que on voit comment la police a organisé la chose pour nous condamner, pour nous stigmatiser, voilà. Non, parce que les PD, à l'époque, il fallait pas qu'on les voit, il fallait qu'ils restent chez eux, de toute façon. Et que la police pourchasse les PD dans les parcs, les jardins, pourquoi pas. Mais là, qu'on poursuive les gens à l'intérieur d'un endroit clos, je trouve ça vraiment, c'est inadmissible. C'est pour ça que j'ai fait appel, j'ai été condamné 3 fois, j'ai été condamné en première instance, j'ai fait appel et je suis allé en cassation. Mais en tout cas, ils ont fait ce que je suis devenu et pour rien au monde, je changerais ce que je suis devenu. Pour rien au monde, je ne changerais ce que je suis devenu. Michel Chaumarat, qui donc se trouvait dans ce bar Manhattan dans la nuit du 25 au 26 mai 1977. À l'époque, il a 29 ans et ce qu'il est devenu, c'est un activiste gay, c'est comme ça qu'il se définit. Un témoignage extrait de votre série documentaire Camille Dezombre, PD réinventer le monde, diffusé en avril 2024 sur France Culture et que vous avez produit, réalisé par Gilles Blanchard. Ce témoignage, il dit tout en fait. Oui, exactement. Alors là, Michel Chaumarat, donc on rencontre à la bibliothèque municipale de Lyon, puisque c'est là-bas que le fonds Chaumarat, qui contient toutes les archives qui concernent cette affaire, est déposé. Et comme il l'explique, c'est une affaire assez intéressante qui résume bien en fait toute l'ambiguïté de cette question. Ça veut dire que Michel Chaumarat, ce soir-là, se trouve dans un club gay dont le sous-sol est connu, voilà, pour permettre des rencontres, notamment sexuelles. Mais ce qui veut dire qu'il est impossible de rentrer dans cet endroit sans avoir une idée très claire de ce qu'on va y trouver. Cet endroit ne concerne que des adultes consentants. Et ça pose toute la question de ce qu'on Régis Lagdenoffen appelle le délit sans victime, c'est-à-dire que la seule victime de l'outrage à la pudeur est le policier qui se met lui-même en situation de recevoir cet outrage. Et ce qui nous montre quand même un peu l'aberration de ce harcèlement, puisqu'il s'agit vraiment de harcèlement, c'est-à-dire on va dans une cave gay attendre dans un coin d'y voir des choses qui seraient non conformes à la morale. Anthony Dié, c'est là où l'outrage à la pudeur il devient public, c'est parce qu'il y a ce policier qui est dans cette backroom en fait. Exactement, l'outrage public à la pudeur est un article fascinant du Code pénal, pas seulement sur l'homosexualité. Il y a un très beau livre de Marcella Yacoub qui s'appelle Par le trou de la serrure, qui étudie la manière dont, au fil du 19e siècle, les juges n'ont cessé de considérer, d'étendre la définition de cette publicité. Il suffit que quelqu'un ait vu ou ait pu voir une scène pour que l'outrage public à la pudeur
soit caractérisé. Il y a même des cas de jurisprudence de 2 détenus dans une cellule de prison qui ont un rapport homosexuel et qui sont condamnés dans une cellule de prison pour outrage public à la pudeur. Et il est particulièrement mobilisé contre l'homosexualité au motif que la pudeur peut être outragée, et effectivement la présence de la police permet de constituer le public. Et la police a l'habitude, tout au long du 19e siècle et du 20e siècle, de faire des descentes dans des lieux dont elle sait pertinemment qu'ils sont fréquentés par des homosexuels, en général des hommes, que ce soit des bars, des boîtes, que ce soit des bains de vapeur ou des saunas au 19e siècle, avec des policiers qui rentrent dans le sauna, donc qui se dénudent, qui passent du temps dans les différents bains, qui observent ce qui s'y passe et qui, à la sortie, arrêtent les personnes qu'elles ont vues avoir des rapports homosexuels. Et la discussion juridique qui a lieu lors du procès Manhattan est très intéressante parce que la discussion juridique est terriblement banale. Le procès est extraordinaire du fait de sa médiatisation, du fait de son utilisation politique pour contester cette répression de l'homosexualité. Mais la discussion juridique est d'une immense banalité sur 150 ans de jurisprudence, il suffit que quelqu'un ait été là ou ait pu être là pour que l'outrage soit caractérisé. Ça pose la question du rôle joué par la police, Camille Desambre. Est-ce que c'est ce qu'on demandait à la police ou est-ce que c'est la police qui s'organise toute seule ? Qu'est-ce qu'on sait de ça ? Alors justement, dans la série, moi je discute avec un historien qui s'appelle Romain Jaouen, qui a travaillé plutôt sur l'entre-deux-guerres et qui explique de façon assez intéressante que la police a une forme d'autonomie. Et qu'on peut difficilement comprendre son action en ne regardant que le cadre législatif. Elle produit énormément de savoir. C'est une institution qui cherche à ficher des gens, savoir qui fréquente quel espace, tisser des réseaux relationnels. Parfois aller jusqu'à suivre les gens chez eux pour observer ce qui peut se passer dans leur appartement. Et dans ce même épisode de la série, il y a aussi j'utilise une archive de Michel Foucault qui dit « La justice est au service de la police », que je trouve assez intéressant. Donc il renverse le rapport entre justice et police en disant finalement peut-être que la justice viendrait produire le cadre législatif qui viendrait autoriser la surveillance policière. Sur cette question, Anthony. Oui. La phrase de Foucault dit tout, et Foucault a très bien compris comment fonctionnait effectivement la pénalité. La police est en effet une institution pénale autonome, en partie autonome de la justice, du politique, et a sa propre vision des désordres sociaux, des maux de la société, et notamment des déviations sexuelles. Et qui plus est, la police a produit une doctrine très tôt, on pourrait dire dès le XVIIIe siècle, selon laquelle la loi pénale était insuffisante pour réguler l'homosexualité. Les policiers ne le cessent de répéter de rapport en rapport, et donc il revenait à la police de trouver d'autres moyens de poursuivre, de harceler, de faire peser une pression permanente sur les homosexuels, à défaut de pouvoir les condamner. D'où ces techniques de fichage. Les archives policières sont parfois, sur les périodes anciennes, les meilleures archives de l'homosexualité. Alors, partiellement, ça pose un certain nombre de problèmes épistémologiques, mais parce que la police ces agents de police ne cessent de faire des rapports, d'expliquer qui va quoi, qui fait quoi et où, etc. Etc. Et la police recherche des moyens, se plaint toujours d'arriver trop tôt, trop tard, de ne pas réussir à surprendre l'outrage public à la pudeur au bon moment. Et puis elle fiche. Il y a par exemple, aux archives de la préfecture de police de Paris, il y a des registres de pédérastes sur le 19e siècle, avec des listes de noms, des descriptions. Et quand on regarde les fichiers de police, les archives de police conservées dans différentes villes de France, on retrouve, sous des formes et d'autres, ce même fichage policiers au fil du 19e et du 20e siècle. Ça qui est intéressant, et d'ailleurs tous les deux vous avez travaillé sur ces archives, on a parlé de Michel Chomara et de ce fonds à la Bibliothèque de Lyon, mais voilà, vous aussi, vous vous basez sur des archives d'ailleurs de la police, mais d'autres. Ça veut bien dire qu'il y a eu une histoire à raconter, et que ce n'est donc pas une question d'individu, mais bien d'un groupe et une question de société. Camille Desambre. Oui, moi je voulais ajouter à ça, il y a toute une production médico-policière autour de ce qu'est le pédéraste, ce qu'est l'homosexuel. Et on pense notamment aux écrits d'Antoine Tardieu, qui est un médecin légiste en 1857, donc à une période où l'homosexualité n'est pas spécifiquement réprimée par la loi, mais qui établit quand même que le pédéraste
est un criminel potentiel, tout pédéraste est un criminel potentiel, et qui essaye d'établir comme ça la nature du pédéraste. Alors on lui prétend tout un tas de traits à la fois psychiques, physiques aussi, puisque c'est un individu qu'on peut reconnaître aussi physiquement. Et on voit bien comment, voilà, à travers, notamment 18e, 19e siècle, il y a vraiment presque une passion policière pour la figure du pédéraste. Antoine Didier, cette histoire oubliée, justement, il faut la raconter. Il faut la raconter, et c'est d'ailleurs pour ça que j'ai écrit ce livre. Moi, je conteste aussi, je critique en tout cas la proposition de loi telle qu'elle est discutée actuellement, puisqu'elle établit un récit historique de la répression de l'homosexualité qui est un récit tronqué et qui est un récit faux. Et donc, au moment où la proposition de loi entend revenir sur cette histoire, elle donne un récit historique, elle installe un récit historique muni de toute la puissance de la loi qui est mensonger. D'où l'importance, effectivement, de s'intéresser, de relire cette histoire et de voir tout ce que cette histoire a de profonde, d'ancienne. Cette politique publique ne remonte pas à 1942, mais bien antérieure, et s'appuie sur une diversité de dispositifs pénaux qui ont pu être utilisés d'ailleurs contre d'autres populations, mais qui ont été en particulier utilisés contre les homosexuels. Et cette histoire oubliée, c'est aussi l'histoire militante, et on va en parler dans quelques instants, donc juste après le journal. Vous restez avec nous, il est 8h dans quelques instants sur France Culture. Les matins du samedi, Nicolas Herbeau. Nous poursuivons notre discussion ce matin sur la répression de l'homosexualité en France, toujours avec l'historien, sociologue et maître de conférences en sciences politiques Antoine Didier. Votre dernier ouvrage s'intitule « Réprimer et réparer, une histoire effacée de l'homosexualité » paru aux éditions Textuelles, et avec le documentariste Camille Dezombre, auteur notamment de cette série documentaire pour France Culture intitulée « PD, réinventer le monde », réalisée par Gilles Blanchard et diffusée en avril 2024 sur notre chaîne. On va parler de ce combat pour l'égalité qui se poursuit, puisqu'en 1982, bien sûr, il y a eu la dépénalisation, mais tout ne s'est pas par magie, évidemment, remis en ordre. J'en prends pour preuve cette pétition qui a atteint hier soir plus d'1 million de signatures pour interdire et appeler l'Union européenne à interdire les thérapies de conversion des personnes LGBT+ sur le continent. La Commission européenne va devoir répondre publiquement à cette pétition, Antoine Didier, même si elle n'a pas l'obligation de transformer cette pétition en initiative, cette initiative citoyenne en tout cas en acte juridique européen. Qu'est-ce que ça dit tout de même de cette discrimination qui se poursuit ? Ça dit deux choses. Ça dit d'une part, ça rappelle qu'il existe dans un certain nombre de pays d'Europe des thérapies de conversion, c'est-à-dire un ensemble de mécanismes utilisés, des mécanismes coercitifs et extrêmement violents qui tentent de guérir, de soigner des homosexuels, de les convertir à l'hétérosexualité, comme si c'était possible. Ça dit aussi, et c'est la bonne nouvelle, des initiatives militantes, et en l'occurrence de l'utilisation de ce dispositif d'initiative citoyenne prévu par les textes de l'Union européenne, en récoltant un certain nombre de signatures dans un certain nombre des pays de l'Union européenne, voilà, pour essayer de mettre à l'ordre du jour des institutions européennes ce sujet. Moi, ça m'intéresse aussi de manière un peu détournée sur l'histoire de ces thérapies de conversion, ou plus généralement l'histoire de la médecine, l'histoire de la psychiatrie, et toutes ces tentatives pour guérir, pour soigner par la force des homosexuels. Le hasard fait que j'étais en train de lire ces jours-ci un livre publié en Angleterre il y a quelques années sur l'histoire de ces dispositifs pour soigner les homosexuels, que ce soit par des électrochocs, par l'injection de médicaments, par des formes parfois extrêmement violente. Je pensais aussi au roman d'Yves Navarre, prix Goncourt 1980 en France, Le Jardin d'acclimatation. Le Jardin d'acclimatation raconte l'histoire d'un jeune homme homosexuel qui a été lobotomisé, à la demande de son père, pour le guérir de son homosexualité. Et on connaît très mal... Maladie mentale jusqu'en 1981 en France, 90 au niveau des Nations Unies. Exactement. Et on connaît très mal, pour la France, cette histoire des dispositifs médicaux et psychiatriques, l'histoire de cette violence, et ça fait partie d'une politique de réparation. Aux États-Unis, d'ailleurs, j'en parle un peu dans mon livre, mais les militants américains ont axé la question de la réparation à la fois sur l'exclusion de l'emploi public, etc., mais aussi sur le rôle de la médecine. Il s'avère qu'à Washington, il y avait un hôpital spécialisé
dans le traitement, si je puis dire, des homosexuels. En France, on connaît très peu, très mal cette histoire, et c'est aussi un chantier qui nous reste à mener. Revenons un peu en arrière, ce mouvement militant qui naît, donc on a parlé tout à l'heure de ce procès Manhattan, de ce bar le Manhattan, avec ce témoignage, mais mouvement militant qui naît dans les années 70, en même temps d'ailleurs que le mouvement de libération des femmes, et on a parlé beaucoup d'hommes depuis le début de cette discussion, mais voilà, quel rôle jouent aussi les femmes et les lesbiennes dans cette répression et dans ce mouvement militant qui naît dans les années 70 et qui va se poursuivre jusqu'à aujourd'hui, Camille Dezambre. Oui. Alors en fait, on peut même dès mai 68 commencer à retracer les bourgeonnements de ce mouvement, puisque sont placardés dans les couloirs de la Sorbonne, si je ne dis pas de bêtises, des affiches pour la naissance d'un comité d'action pédérastique révolutionnaire. Et quelques années plus tard, aux Beaux-Arts, naît le MLF, le Mouvement de Libération des Femmes, dont font partie un certain nombre de militantes lesbiennes. Et c'est dans la continuité ou la brèche ouverte par le MLF que va émerger ce qui va devenir le Front homosexuel d'action révolutionnaire, ou en effet qui est un groupe mixte, à l'origine peut-être même potentiellement plutôt féminin. Assez vite, je pense, un certain nombre de militants homosexuels qui s'intéressent à la question de la répression y trouvent une place. Voilà, et c'est de certaines même tensions à l'intérieur du phare, puisqu'il y aura pas mal de sous-groupes. On pense au Gasoline, qui était le versant folle, camp, extravagant, un peu bruyant peut-être, qui va créer un certain nombre de tensions. Certaines militantes lesbiennes vont créer un groupe assez éphémère qui va s'appeler les Gouines Rouges. Mais donc il y a une sorte d'ébullition révolutionnaire homosexuelle qui va durer, je pense, Antoine Didier peut me corriger, mais entre 71 et 72. Oui, le phare a été extrêmement éphémère, 72, 73, mais oui, quelques mois d'effervescence. On parle d'histoire oubliée. Est-ce que là aussi, la place des femmes et des lesbiennes est une partie de l'histoire qui est oubliée dans cette répression, Antoine Didier ? Oui. En tout cas, ce qui est compliqué sur l'histoire de la répression, enfin, c'est pas compliqué, c'est simple, mais c'est qu'en fait, l'homosexualité féminine, le lesbianisme a beaucoup moins préoccupé un certain nombre de dispositifs répressifs, et notamment les policiers, les médecins, les juges, qui ont... C'est du sexisme au sein de la répression. Voilà, c'est une forme d'invisibilité. Je cite au début du livre une phrase de Monique Wittig qui résume extrêmement bien, la théoricienne lesbienne et féministe Monique Wittig, qui dit le sort particulier des lesbiennes, c'est qu'elles n'ont même pas intéressé les différentes institutions homophobes, ce qui n'a fait que renforcer l'invisibilité structurelle des lesbiennes. Et de fait, par exemple, sur ces 10 000 condamnations entre 1942 et 1982, il y a 106 femmes, 106 lesbiennes, environ seulement, ce qui dénote ce traitement différentiel. C'est d'ailleurs une question, est-ce que d'autres dispositifs répressifs se sont davantage intéressés aux lesbiennes, puisque je parlais de la médecine et la psychiatrie, par exemple, une question, comment peut-être les femmes ont pu être victimes de dispositifs spécifiques de répression. La médecine et la psychiatrie ont été particulièrement genrées, on le sait. Alors ce mouvement militant, on l'a dit, il naît en tout cas ensemble. Il y a une forme de co-création entre les hommes et les femmes à ce moment-là. Mouvement qui arrive jusqu'en 1982, cette fameuse date de la loi qui dépénalise l'homosexualité. Et ensuite, qu'est-ce qui se passe ? Ensuite, il y a les années SIDA. Qu'est-ce qui va se passer à ce moment-là dans l'histoire militante, Camille Dezambre ? Oui. Alors, peut-être ce qu'on pourrait dire, c'est qu'au long des années 70, vont émerger un certain nombre de groupes qui existent dans la continuité du phare, qui vont s'appeler les groupes de libération homosexuelle et qui sont eux aussi ancrés dans l'extrême gauche. Et je pense qu'après mai 68, toute cette décennie-là est aussi un moment peut-être de désillusion politique, et donc les velléités révolutionnaires des années 70 ont moins de sens au début des années 80. Et le mouvement donc se concentre avec l'émergence du QR, le comité urgence anti-répression homosexuelle, sur la question de la criminalisation. Et donc voilà. Donc là, on est aux alentours de 82. Émerge ou arrive ensuite le SIDA avec la première association, ou une des premières en tout cas en 84, qui est AIDS, fondée notamment par Daniel Defer, fondée par des militants gays. Les militants gays qui sont
la première population exposée au VIH en Occident, qui vont être à l'avant-poste de cette lutte, qui va totalement rebattre les cartes, puisque en effet, je pense que l'appareil politique des militants des années 70 devient assez inopérant face à une épidémie d'une telle ampleur où la question de la dépendance à l'État, au pouvoir public, est totalement renégociée, puisque voilà, il faut alerter les pouvoirs publics pour mettre en place des campagnes de prévention à ce moment-là. Antoine Didier, sur cette période particulière de l'histoire militante? Et d'ailleurs, j'y pensais parce que Camille parle de l'histoire du sida. Si on veut poser la question de la réparation, c'est-à-dire s'adresser pour une relecture du passé des politiques publiques homophobes, la non-action est aussi une forme d'action. Et en l'occurrence, si on regarde les politiques publiques menées en réaction au sida dans les années 80, c'est d'abord une non-action, c'est-à-dire le refus pour les pouvoirs publics de prendre en compte que des groupes particuliers sont davantage touchés par l'épidémie et des groupes stigmatisés, ce qui entraîne un non-intérêt pour le sujet. Et les premières mesures sont extrêmement tardives. Par exemple, le droit aux publicités pour le préservatif, la prise en charge, la distribution des préservatifs, etc. Tout ça est extrêmement tardif dans l'histoire de l'épidémie. Donc quand on regarde l'histoire du passé de l'action publique et qu'on se pose où commence l'action homophobe, en fait, ça élargit, regardez l'épidémie du sida, élargit considérablement le spectre de ce qu'on doit englober dans ces politiques ou dans ces débats, en tout cas sur la réparation. Avec vous l'avez cité, l'association AIDS, mais il y a aussi le mouvement ACT UP qui naît dans ces années-là, avec des modes d'action différents. Mais voilà, ce bras de fer dont vous parliez aussi avec le pouvoir et les institutions. D'ailleurs, ACT UP a à un moment un très beau slogan qui est par la loi, par le sperme, par le sang, par la loi. Donc c'est 3 modes d'après ACT UP de contamination par le VIH. Donc par le sang, on sait pourquoi, par le sperme, on sait pourquoi, par la loi, c'est plus surprenant au sens où la loi ne transmet pas directement le VIH, mais ce que veut dire à ce moment-là ACT UP, c'est souligner à quel point l'État, les politiques publiques ont un véritable rôle dans l'épidémie. Et en ce sens, AIDS, comme ACT UP, comme d'autres associations, ont joué un rôle absolument fondamental dans ces années 80 et 90, à la fois d'accompagnement des malades, de soutien aux malades, de faire avancer la connaissance sur l'épidémie, dans une lutte aussi avec le pouvoir médical, avec les médecins, et puis voilà, dans une lutte avec l'État pour faire adopter un certain nombre de mesures, campagnes de prévention, dépistage, accompagnement, soutien, etc. En ce 17 mai, journée internationale de lutte contre l'homophobie, la transphobie, la biphobie, il y a Homophobie qui publie ces chiffres. Les infractions anti-LGBT+ ont augmenté de 5% en France l'an dernier. Ce sont d'ailleurs les chiffres du ministère de l'Intérieur. Et Homophobie qui parle toujours d'un climat délétère marqué par une multiplication des discours discriminants. Face à cela, comment réagit le mouvement militant, le mouvement associatif? Camille Dezambre, vous avez publié notamment, participé à un livre collectif qui s'appelle PD, qui a été publié aux éditions Point Féministe, dans la collection Point Féministe. Et vous y parlez de nouvelles solidarités au sein de ces luttes-là. Par quoi ça passe ? Par quoi passent des formes de solidarité excusez-moi. Les formes de solidarité, je pense qu'elles sont encore justement à construire. En ce qui me concerne, moi, mon travail a beaucoup porté sur les expériences vécues par les hommes gays en France, dont un certain nombre de... c'est une communauté au sein de laquelle un certain nombre de violences avaient pu être passées sous silence. Moi, j'ai travaillé notamment sur les meurtres d'hommes homosexuels en France. Alors, je ne sais pas si on peut dire qu'ils sont en hausse, mais en tout cas, on a une permanence de meurtres d'hommes homosexuels. J'en ai recensé assez sommairement une quinzaine sur 10 ans. En réalité, je pense qu'il y en a beaucoup plus que ça. Ça, c'est ceux qui ont fait l'objet de titres de presse, souvent dans la rubrique faits divers. Mais c'est vrai que ça a été pour moi un des points de départ pour imaginer que pourraient être de nouvelles formes de solidarité. Il y a un autre enjeu auquel fait face la communauté gay en ce moment, qui est l'épidémie, c'est peut-être pas le bon mot, mais la question du chemsex, qui est l'usage de produits stupéfiants en contexte sexuel, qui provoque des addictions parfois très fortes, parfois des formes de désocialisation.
allant parfois jusqu'à l'overdose. Et donc voilà. Il y a en effet peut-être un enjeu aujourd'hui à se demander comment on fait communauté. Je pense que, on parlait de la répression étatique. Alors, elle ne cible plus les homosexuels comme elle a pu le faire autrefois. Et pourtant, la question homosexuelle reste un enjeu fort en termes d'exclusion, notamment de la famille, en termes de honte, d'injures, de violences physiques, de violences dans l'espace public. Et pour faire face à tout ça, on peut en effet imaginer de nouveaux modes relationnels. Par exemple, comment faire communauté, faire famille quand on est exclu de l'institution de la famille. Ça passe par, j'imagine, l'histoire. Évidemment, Antoine Didier, cette mémoire, elle est importante aussi à ce niveau-là pour la continuité de ces engagements. Bien sûr, et c'est d'ailleurs une question qui est portée par ces politiques de réparation sur les modalités de faire réparation. La discussion française porte pour l'instant seulement est-ce qu'on donne ou pas des indemnités individuelles aux personnes condamnées. Des pays étrangers ont choisi d'autres modalités, dites des modalités collectives. C'est notamment le cas de l'Allemagne, mais aussi du Canada, avec l'idée à la fois d'indemniser les personnes qui ont été condamnées, voire simplement arrêtées, mais aussi de financer la lutte contre la LGBT-phobie, la recherche historique, la transmission par des programmes culturels, par des expositions, pour faire connaître cette histoire. Ce qui est une question importante au sens où la répression de l'homosexualité n'a pas seulement visé les individus qui ont été directement touchés, mais a visé un ensemble d'un groupe social infériorisé en raison de l'homophobie et des LGBT-phobies. Et donc comment la réparation s'adresse à l'ensemble de ce groupe social qui continue d'exister, qui continue de subir un certain nombre de processus sociaux de domination. Et donc comment cette histoire passée intéresse aussi le présent et comment il y a des survivances, évidemment, de cette histoire homophobe et LGBT-phobe. Puisqu'on parle de la situation contemporaine, évidemment, les chiffres donnés par les associations sont extrêmement alarmants. Ce qui est frappant aussi, c'est comment s'installe une LGBT-phobie d'atmosphère, je pourrais dire, comment un certain nombre de discours jouent un rôle. C'est par exemple la place aujourd'hui des discours transphobes dans la société. Quand vous vous souvenez qu'au moment de la campagne pour les élections législatives anticipées, il y a bientôt un an, le président Macron filmait, fait des blagues en rencontrant des personnes sur le fait que des personnes veulent aller en mairie pour changer de sexe, en l'occurrence donc se moque des personnes trans. Voilà, un exemple, comment le discours légitime une transphobie ambiante. De même que le Sénat a voté une loi, un texte de loi visant les jeunes personnes trans, visant à bloquer les parcours trans. Donc il y a à la fois toutes ces violences qui traversent la société, qui sont extrêmement fortes, et aussi un ensemble de structures sociales qui contribuent à les légitimer, qui contribuent à les rendre plus fortes. Et ça, c'est une immense préoccupation aujourd'hui. Un dernier mot pour conclure, Camille Dezambre, peut-être sur la dépolitisation ou repolitisation de ces questions-là. Oui, je ne sais pas si on peut parler tant d'une dépolitisation. En réalité, j'ai l'impression qu'il y a toujours eu des militants homosexuels qui ont eu à cœur de politiser leurs expériences. C'est juste, en tout cas, je ne sais pas si cette dépolitisation, si elle existe, concernerait uniquement les homosexuels. Je pense qu'il y a un mouvement de droitisation qui concerne la France et peut-être plus largement l'Europe, peut-être plus largement l'Occident. Mais en effet, il y a aujourd'hui pas mal de collectifs qui ont à cœur de retisser des liens entre, par exemple, les luttes LGBT et les luttes sociales, les luttes LGBT et les luttes climatiques. Et c'est-à-dire, voilà, si la répression étatique ne prend plus ces formes-là, il y a tout un tas de violences sociales qui s'exercent sur les corps des personnes LGBT et auxquelles parfois les personnes LGBT vont être d'autant plus exposées puisqu'elles font face à des formes de précarité spécifiques. Et voilà, je pense ici notamment au collectif Les Invertis qui, par le biais de Pink Bloc, a beaucoup investi le mouvement contre la réforme des retraites, par exemple. On va s'arrêter là. Merci à tous les deux d'avoir participé à cette discussion. Je rappelle votre documentaire Camille Dezambre, PD, réinventer le monde, diffusé sur France Culture, réalisé par Gilles Blanchard et c'est à réécouter sur franceculture.fr et l'appli Radio France. Je renvoie aussi à ce livre collectif PD aux éditions Point Féministe. Merci à vous également, Antoine Didier. Votre livre Réprimer et réparer, une histoire effacée de l'homosexualité, apparu aux éditions Textuelles.